Je vais procéder à l'appel en vue de ce conseil municipal du mardi 17 mars 2023. Baron Guillet, Lacou Henri, Bérois Ginette, Jota Marie, Lorraine, Yves Magloire, Méladrement Viviane, Tabari Sébastien, Tika Lucienne, Saint-André Jean-Patrick, président de l'Ordre Sylvie, Élusu Patricia, Pétumon Thomas, Craig Christophe, Louis Chini, Titi Sinisrim, Amina Jomi Isabelle, Lapin Gilles, Féro Claudie, Miller Joël, Hugo Frené Jean-Paul, Laguerline, Belrose Albertine, Morello, Albertina. Corrigez, pas de sang. Moriello Edmé, Donavin Fouise, Mévalé Marc, Vati Viviane, Mélio Sandra, Savon Couvert, Alexis Josie, Séné Joseph, Caracas Héron, Jocelyne, Sekele Henri. Monsieur le maire, le mot étant à tête. Donavin Fouise. Monsieur le maire, le mot étant à tête, nous pouvons commencer le conseil municipal. Bien, chers collègues, alors, il y a une réunion à la CNDT là avec il y a une réunion à la CNDT là, donc deux collègues qui vont nous rejoindre, et puis Christophe est présent, il est dans l'escalier. Alors, avant de commencer, on va nommer un secrétaire de séance. Je ne sais pas pourquoi je pense à Marc. Vous avez bien passé, monsieur le maire. C'est super. Bien, alors, on va pouvoir démarrer nos travaux qui devraient normalement aller relativement vite, puisque ce conseil est peu muni en France, mais il y avait quelques petites urgences que nous devions voir. D'abord, sur l'approbation, le premier point, donc l'approbation du début du conseil municipal du 16 février 2023. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation? Bien. Je vous remercie, chers collègues. Donc, on va mettre ce PV au voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Vote contre, une abstention, deux abstentions. Adopté donc à l'unanimité, -2. Merci mes chers collègues. Le point 2 est donc l'autorisation au maire de transférer la maîtrise d'ouvrage à la région Ouest pour le stade de Saint-Oise, notamment sur la question de l'éclairage. Alors, je suis désolé, mais j'ai oublié mes lunettes et j'ai dû m'en aller.
Bien, bon, je ne vais pas dire le temps, je vais parler parce que je n'ai pas mis. Alors, sur ce point-là, le stade municipal, vous savez qu'il est en très mauvais état. Mauvais terrain, mauvais état, piste en mauvais état, éclairage inexistant, puisqu'on a dû faire descendre les mâts, puisqu'il représentait potentiellement un danger. Et je peux vous dire, rien que pour faire descendre les mâts, la facture elle est très très salée, même si ce n'est pas nous qui avons payé, mais enfin, elle est quand même salée. Mais il faut pas laisser ce stade dans cet état-là. Donc, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour pouvoir mettre en place un projet pour ce stade. Un projet, non pas de reconstruction, mais de réhabilitation, en passant par la piste, le terrain, l'éclairage et la tribune. Sauf que pour chacun de ces ouvrages-là, il y aura des maîtrises d'ouvrages différents. Et donc, en l'occurrence, pour l'éclairage du stade, la région Guadeloupe réalisera donc ces travaux-là. Et pour ce faire, nous devons transférer cette maîtrise d'ouvrage pour cette intervention de la région pour donc ces travaux. Voilà la situation. Et puis, évidemment, je vous ai parlé aussi de pistes, je vous ai parlé de terrain, je vous ai parlé de tribune. Il faudra que nous puissions voir comment ça s'organise, puisque financièrement, ça coûte quand même bon. Rien que pour l'éclairage, il y en a pour plus d'1 million de travaux, d'accord, puisque entre le surcoût actuel des entreprises et le coût réel existant déjà pour l'éclairage, ça coûte très cher. Donc on aura, normalement quand même, pour ce stade-là, un éclairage qui sera conforme et qui sera, j'ai envie de dire, semblable à tous les terrains de Guadeloupe qui ont un éclairage au nord, comment on dit ça, homologué, c'est ça, M. Solomé? Homologué. Homologué, voilà. Bien, est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Sur ce point. Pas de questions? À l'observation. On met donc ce point au voix. Quelle personne qui s'abstienne? Vote contre? Adopté à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Le point numéro 3 qui devait être présenté par M. Yakou, bon, comme il n'est pas là, puisque c'est sa commission, c'est bon ça, mais enfin bon. Très rapidement également, vous avez eu le projet de livre. En fait, tout comme nous nous étions engagés, nous proposons de ne pas faire bouger les taxes locales. C'est un engagement que nous avions pris vis-à-vis de la population. C'est un engagement également que nous avions pris parce que nous avons signé Corum, alors même que, comme vous le savez, on nous a presque imposé d'augmenter ces taxes-là pour permettre effectivement d'augmenter les recettes de la ville. Mais vu que les taxes avaient déjà été augmentées précédemment, en 2021, nous n'avons pas voulu encore peser sur le portefeuille des Saint-Rosiens. C'est un choix qui est difficile, hein, parce que bon, il faut trouver à bout de ça les recettes. Puisque qui dit Corum, c'est bien, mais enfin Corum vous dit aussi que vous devez augmenter vos recettes, que vous devez maîtriser vos dépenses, que vous devez. C'est pas si simple, vous entendez, on a entendu derrière une communication sur ça, les petites communes sont éligibles à Corum. Ça veut dire qu'elles sont Corum. Ça veut dire qu'elles sont éligibles. Elles peuvent présenter ces communes-là un dossier. Mais entre présenter un dossier et obtenir, il y a un moment. Saint-François, ça fait 2 ans qu'ils sont en train de présenter les dossiers, jusqu'à maintenant ils n'ont pas obtenu Corum. D'ailleurs, j'ai entendu sur les médias, sur les réseaux,
une fausse information, on disait qu'il y avait 3 communes qui avaient eu le quorum, c'était Master, Pointe-à-Pitre et Saint-François. Mais ils ont oublié qu'à la base de François et Guadeloupe, mais c'était Sainte-Rose. Et sur la première vague, la première génération quorum, c'est 3 communes qui ont obtenu ça. Alors nous, on a fait ça un peu vite, c'est vrai. Mais les autres ont fait 2 ans de leur dossier. Et comme je vous dis, Saint-François jusqu'à maintenant n'a pas obtenu, ils ont encore présenté un dossier. J'espère que ça va bien se passer pour eux cette fois. Et donc, dans la nouvelle génération, quorum, donc 10 communes encore chez nous sont éligibles. Donc, les communes sur les critères qui sont ceux du déficit, hein, ça vous permet de savoir que ces communes-là sont en déficit apparemment. J'étais assez étonné de voir certaines d'entre elles. Enfin voilà, bon, c'était une parenthèse, mais en tout cas c'était pour vous dire que bon, nous avions pris cet engagement-là sur les taxes, donc maintenant nous gelons les taxes locales à leur montant. Alors moi je ne dis pas qu'à terme qu'il faille baisser les impôts, je ne sais pas si on sera en capacité de le faire, mais en tout cas au moins jusqu'au renouvellement de cette équipe-là en 2026. Ou avant, je ne sais rien, puisqu'il y a tellement de prédictions en la matière. Peu importe. En tout cas, tant que nous serons en responsabilité, nous sommes engagés pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de taxes. Et donc, nous allons maintenir le cap sur ça. Parce que, je dis encore, que la population n'est pas responsable de la bêtise des élus ou de la mauvaise gestion des exécutifs. Donc, on augmente les impôts lorsqu'on n'a pas le choix. Mais nous, on a choisi d'élargir l'assiette fiscale. Donc ça veut dire que bon, on va chercher ceux qui ne payent pas pour qu'il y ait plus de contribuables qui cotisent. Vous devez savoir, en termes de pourcentage, nous sommes l'une des communes de Guadeloupe, sinon la commune de Guadeloupe, où le pourcentage de contribuables est le plus faible au regard de sa population, au regard de son nombre de foyers réels. Donc ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de marge. Là encore, ce n'est pas quelque chose de populaire, mais que voulez-vous, il faut bien que nous puissions faire ce job-là. Voilà, donc j'ouvre la discussion sur ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vous ai fait, grâce du montant des taxes, mais alors pour la taxe foncière, c'est 55,18%, dont 25,27% pour la part départementale, et pour le foncier non bâti, 99,39%. Alors, vraiment, on a une taxe foncière non bâtie très élevée, mais bon, vu qu'elle est tellement infime et qu'elle représente, pour vous donner une idée, sur un terrain en moyenne de 1000 m², pour vous donner une idée, la taxe non bâtie, elle doit représenter une quarantaine d'euros. Donc c'est vraiment assez dérisoire. Donc voilà. Donc ce taux revoit à 99%. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas, quoi qu'il n'est pas de mon ressort, enfin j'ai envie de dire qu'il n'est pas inquiétant plus que ça. Et sur le foncier bâti, bonjour, bonsoir Nestlé. Vous pouvez noter que sur le foncier bâti, bon, on faisait partie des communes, si vous voulez, qui étaient dans le milieu du classement pour le taux. Aujourd'hui, on est plutôt vers le haut du classement. Bon, il y a des communes qui ont bien plus que nous, hein, évidemment, qui sont où le taux d'imposition est beaucoup plus fort que le nôtre. Mais nous sommes dans notre tête désormais. Ça veut dire que bon, lorsque vous avez un taux d'imposition plus fort, il faut que vous ayez un service public qui soit aussi fort. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas le cas à Sainte-Rose. On a un service public qui est défaillant et on a un taux d'imposition plus fort. Ça veut dire que bon, on vole les gens, on vole les citoyens. C'est exactement ça, on vole les citoyens. Parce qu'avec l'argent des citoyens, on ne fait pas le job qu'il faut faire. La ville n'est pas en mesure d'exécuter de manière correcte le service public. Donc il faut qu'on arrête de voler les citoyens. Et il faut qu'on puisse faire exécuter le service public dans des bonnes conditions. Et pour ça, il faut que la situation financière de cette ville se redresse pour que nous puissions, comme je vous le disais, entretenir les routes, entretenir les abords, faire le fauchage, faire tout ça. Donc, on peut vous dire que la machine, la faucheuse va arriver la semaine prochaine.
C'est une bonne nouvelle. Elle est prête. Je rappelle que cette faucheuse, c'est un don, pour que les gens puissent aller parler de ça. C'est un don, c'est un don. On nous donne une faucheuse. Rassurez-vous dans les règles du marché public, puisque c'est Route de Guadeloupe. C'est Route de Guadeloupe qui nous offre la faucheuse. Voilà, bien. Alors, on va prendre d'ailleurs une délibération pour ça lorsque tout sera OK. Enfin, c'est sur le point de nous être attribué. Ça nous permettra de nettoyer évidemment. Alors, c'est une machine neuve, vous avez bien compris, hein, c'est une machine qui est déjà très âgée. Hein. Bon. Mais d'ailleurs, en 2022, si les choses se passent bien, on devrait acheter une faucheuse neuve aussi. J'étais 22 en 2023, je voulais dire, pas 2023, cette année. Si les choses se passent bien normalement, on devrait pouvoir être en capacité d'acheter une faucheuse dans pas longtemps. Comme ça, on aurait une machine neuve et une machine un peu ancienne. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est vraiment un élément qui est sensible, ça, le fauchage des routes. Et ça fait des années qu'à Sainte-Rose, on a ce problème-là. Donc, quand Route de Guadeloupe veut bien nous donner un coup de main, bon, ok, ils le font. Mais là, par exemple, comme ils sont débordés, il y a eu des pluies là, pendant des mois et des mois sans arrêt. Donc, il y a de l'herbe qui défonce les routes. Vous savez que l'herbe défonce les routes. Vous faites des routes neuves, et l'herbe qui pousse, comme on n'entretient pas les appartements, ça défonce les routes. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour remercier un petit jeune, M. Christophe, M. Christophe Aigle, qui, gratuitement, sur les zones de cacao, de piste, tout ça, avec une telle mécanique, entretient les fossés, il est venu me voir me dire, bon voilà, il veut aider comme il peut, il sait que la ville a des difficultés, et il nous fait donc don de son intervention. Donc quand il a sur ses heures perdues, vous allez remarquer qu'il entretient les apports. Et moi je suis le premier de toute façon à dire, quand quelqu'un me dit, bon monsieur le maire, c'est pas fait, je dis bien sûr que vous avez raison, je ne cherche pas à me démasquer sur ça, à me masquer ni quoi que ce soit. Ils ont raison, les gens ont raison. C'est inacceptable. Bon, je profite pour vous dire aussi, donc, je pense que les travaux ont été délivrés, en fait, pour, en tout cas, la première tranche, je pense qu'il y a une deuxième tranche qui va continuer un peu plus haut, en tout cas, la première tranche est libre. Bon, c'était une parenthèse. Alors, est-ce qu'il y a... on avait déjà mis ça où? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y avait pas de questions. Monsieur Séné. Ah, pardon, vas-y. Merci, monsieur le maire. Je peux comprendre qu'après une longue parenthèse, effectivement, vous aviez perdu le sujet de vue. Ouais, ça peut arriver. Je regarde la note que vous avez transmise. Je déplore, comme d'habitude, que l'avis de la commission des finances ne nous a pas été transmis, ce qui nous aurait permis peut-être d'avoir une idée plus précise des discussions et des orientations qui ont été prévues lorsqu'on a décidé effectivement de ne pas augmenter les taxes. Je partage votre avis qu'il ne faut pas effectivement grever la population, surtout lorsque le service n'est pas à la mesure de ce qu'eux ils payent. Par contre, vous avez parlé de l'élargissement de la base fiscale. Et là, si je ne me trompe, je ne vois pas qu'on ait évoqué la possibilité de la taxe foncière, de la taxe d'habitation sur les stations modernes. Je ne pense pas d'ailleurs qu'elle soit perçue sur Sainte-Rose. Et de la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est vrai que plus on peut élargir la base, et moins on pèse sur l'ensemble de la population. Et je pense qu'à Sainte-Rose, il y a un fort taux de résidence secondaire, notamment de personnes qui ne sont pas saint-rosiennes, qui viennent en Guadeloupe pendant 6 mois et qui partagent leur temps entre la Guadeloupe et un autre pays du monde. Donc je pense qu'il faudrait peut-être aussi faire analyser cet aspect-là. Analyser aussi l'aspect de la taxe de séjour, qui je pense que si le recensement de l'ensemble des gîtes qui sont sous la commune est effectué de manière rationnelle, peut permettre à la commune d'avoir des recettes supplémentaires. Donc voilà les deux éléments que je voulais apporter sur cette question.
Merci. Merci mon cher collègue, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, ce travail a été fait d'abord sur les résidences secondaires. Nous faisons ce travail effectivement avec le Trésor, Madame Boudol qui va en témoigner, et puis également sur la taxe de séjour. Nous avons fait un gros travail, et d'ailleurs je voudrais très solennellement remercier et féliciter Mme Boudol parce qu'elle fait un travail extraordinaire de ce point de vue-là. Alors c'est vrai qu'il y a encore quelques malins qu'on n'a pas encore pu détecter, c'est vrai. Bon, parce que certains disent et se dénoncent, j'ai envie de dire. J'ai même vu quelqu'un qui est venu me voir la dernière fois pour me dire, mon monsieur, je comprends, on n'a toujours pas envoyé la taxe de séjour. Mais en fait, en réalité, c'est parce qu'il la prélève. Donc comme il la prélève, ils sont censés la reverser. Donc on a fait un gros travail sur ça depuis 1 an. On a déjà récupéré pas mal de sous quand même, n'est-ce pas, Mme Boujol? Et on continue. Tu as tout à fait raison, c'est une piste à exploiter. Et le dernier élément que tu n'as pas dit, mais en fait je pense que tu l'as pensé, c'est l'élargissement également, c'est par rapport à toutes les régularisations que nous faisons. Il y avait certaines personnes qui n'étaient pas du tout répertoriées. Parce que vous avez 2 catégories de personnes. Vous avez des personnes qui ne sont pas propriétaires du terrain, au sens qu'ils n'ont pas pu payer ou régulariser, mais qui payent quand même la taxe foncière. Vous devez savoir que vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire pour payer une taxe foncière. Parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas de type de propriété et qu'ils payaient une taxe foncière. La taxe foncière, vous la payez, la tienne, je pense. Vous la payez par rapport à la maison que vous avez sur le terrain. Mais il y a certains aussi qui, malheureusement, ne payent ni taxe foncière bâtie, ni taxe foncière non bâtie, ni quoi que ce soit. Parce que ceux-là, ils n'apparaissent nulle part sur les registres du trésor public. Mais ceux-là aussi, sans brutalité, hein, puisque pour le moment, on fait ça avec, j'ai envie de dire, de manière amiable. Et je pense que chaque Saint-Crozien qui régularise sa situation trouve en soi une certaine fierté d'abord d'obtenir ses papiers. Depuis un an, on a déjà, c'est pas moins de 60 personnes qui sont devenues propriétaires de leur terrain, c'est quand même pas mal. Parfois des gens qui étaient là depuis 30 ans à traîner avec ça. Donc, premièrement, fierté, je pense, en tout cas c'est mon avis. Et puis deuxièmement, capacité de pouvoir vendre, de pouvoir léguer à ses enfants, de pouvoir aménager, bref, tout cela. Donc, on est d'accord avec Séné sur ces éléments-là qu'il faut renforcer pour, comme tu l'as dit très justement, tenter de pouvoir exécuter le service public dans des bonnes conditions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur le sujet? Alors, j'ai oublié de te dire aussi, collègue Séné, sur la commission finance. Bon, monsieur Yacoub n'est pas là parce qu'il est retenu sur une réunion à la CMBT, mais cette non-augmentation, ce gel des taxes locales, nous l'avons acté dès la signature de Corum. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs schémas qui étaient possibles lorsqu'on a signé Corum, c'était augmenter les impôts. Et à ce moment-là, ne pas aller vers un élargissement de l'assiette, ne pas aller nécessairement vers. Ou en tout cas, ne pas augmenter les impôts, mais aller vers un élargissement. Donc on a choisi d'aller vers un élargissement. Donc c'est acté, on n'aurait pas pu faire autrement. J'ai envie de vous dire que même si la commission financière avait pris un avis différent, même si que le conseil municipal lui-même n'aurait pas pu faire autrement, puisque ça fait partie des engagements que nous avons pris lors de la signature du plan Corum. Et donc on serait en porte-à-faux et ce plan serait dénoncé si on avait fait autrement. Bon, quoique, si vous augmentez les impôts, l'État ne va pas vous taper, hein, ça, à mon avis, c'est pas leur problème. Enfin, il faut rester dans la légalité des choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Pas d'autres observations? On met ce point-là au voix. Il y a des personnes qui s'abstiennent. Qui votent contre. Adopté à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Majorité et minorité. Bien, le point suivant. Qui est le point numéro 4. Admission nos valeurs des finances au pouvoir. C'était M. Jotam qui devait présenter ce point-là, mais lui aussi, malheureusement, est malade.
Donc, je vais prendre le relais. Alors, monsieur le président de l'Assemblée, par courrier en date du 28 juin 2021, de monsieur O.P. Martial demande l'annulation des titres Clara sur la décision rendue par le tribunal administratif le 30 mars 2017 au vu du mémoire de désistement du 21 février 2017 du comptable public monsieur Merlo Bernard. Sur la base des éléments mentionnés ci-dessus, monsieur le trésorier principal demande de présenter au conseil municipal pour décision d'admission en non-valeur dans le budget principal les titres suivants. Numéro 251 de 1995 pour 2343 euros, 252 de 1995 pour 4297 euros, 253 de 1995 pour 390 euros et 195 de 1996 pour 2343 euros. Bon, on n'a pas nécessaire de faire le total puisque c'est des mandats qui sont indépendants. Et donc, il rappelle qu'en vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des ordonnateurs, ça c'est ok, on fait. Donc vous avez compris, c'est cette délite permet donc d'admettre en nos valeurs des créances qui sont irrecouvrables, puisqu'elles datent, vous avez remarqué, de 1995 et de 1996. Donc je ne pense pas qu'on va pouvoir encaisser ces sommes-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas d'observation. Alors ça fait partie du nettoyage qu'on est en train de faire depuis quelque temps au niveau des différents budgets, parce que c'est un peu le fouillis dans tout ça. Et là encore, le service financier fait un très bon travail, le service des marchés, le service financier, le service des ressources fait un travail excellent pour que nous puissions toiletter tout cela et être en capacité de voir un peu plus clair. On a déjà fait le fait d'avoir payé tous les mandats de 2018 jusqu'à 2022, jusqu'au 31 décembre 2022, ça nous a permis vraiment de voir plus clair, parce que c'était des milliers de mandats qui étaient là depuis des années. Donc là maintenant on voit plus clair. On a des grosses factures actuellement qui attendent. Mais actuellement, toutes nos factures, c'est des factures de 2 millions, 1 million, 3 millions, etc. Donc on a de grosses créances. Donc qui doivent aussi être, comment dire, qui doivent avancer aussi, parce qu'on est, alors je ne peux pas vous dire tout, mais enfin on est en train de discuter avec la SEMSAMA, on est en train de discuter, on doit discuter tout prochainement avec l'Office de l'eau, avec sa présidente qui est notre collègue Isabelle, et on devrait arriver à une situation un peu plus claire aussi au regard de ces deux institutions. La SEMSAMA parce que ça fait des années qu'on ne réclame pas. Alors la SEMSAMA nous demande beaucoup d'argent, c'est clair. Ils nous demandent 2 millions, ils ont le coup. Par contre nous, on a beaucoup d'argent aussi qu'on aurait dû les réclamer, leur demander depuis des années. Donc on a fait la même chose aussi, on leur a demandé cet argent-là. Et donc on est en train de faire la balance. Mais logiquement, ça devrait être à notre avantage si les choses se passent bien. Également pour l'Office de l'eau, on a une discussion qui doit s'entamer avec ces services-là, parce que nous avons annulé 7 millions de titres pour l'eau. Il est normal que nous puissions, sur ces 7 millions aussi, faire un nouveau calcul, parce que ce que nous versons, ce que nous sommes censés verser à l'Office de l'eau, et ce que nous prélevons chez l'abonné. Donc, s'il n'y a pas eu de prélèvement chez l'abonné, il peut y avoir des versements auprès de l'Office de l'eau. Enfin, il faut mettre ça au clair avec la présidente. Et je n'ai aucun doute sur sa bonne volonté de pouvoir faire aboutir ce dossier. Est-ce bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette affaire d'annulation de titres? On passe au vote. Abstention. Vote contre. Adopté à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Le point numéro 5, la régularisation de vente de créneaux de lotissement communal de via deuxième tranche. Bon, alors ça c'est une très vieille affaire. Lorsque vous allez voir le prix, vous allez comprendre que c'est une très vieille affaire. Alors ça concerne monsieur, comment il s'appelle? Labo Simon Pierre Clotaire.
Donc c'est la régularisation de la vente du terrain cadastré AS 225 du contenance de 291 mètres carrés au lotissement communal viable deuxième tranche. Le prix du terrain a été soldé depuis plusieurs années. Alors, on vous dit plusieurs années, mais c'est etc. d'années, puisque en fait c'était 1500 francs qui ont été retranscrits, me semble, c'est 1500 francs, 2000 francs, je sais plus, 2000 francs je crois, qui ont été retranscrits en euros. Bon, je sais plus, en tout cas, 177 euros ou 45. Ah, ben voilà, c'est marqué. Ah non, c'est pas ça. Bon, 177 euros, je ne sais pas exactement. Et l'évaluation de la valeur actuelle vénale de France Domaine, 4 360 euros, en date du 11 février 2023. Donc, en fait, vu que le terrain a été payé à 277 euros à l'époque, 177 euros, et que le prix du terrain actuellement c'est 4 360 euros, il faut donc prendre une libération pour nous permettre de régulariser ce terrain-là. Voilà, je me suis un peu mêlé les visages dans ce truc-là. Enfin bon, désolé, vous avez compris. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le maître, pas de question, c'est juste une précision. Vas-y. Il y avait le salaire pour 77 euros, donc ce sera la différence. Non, pourquoi? Ah, on ne sait pas combien ça lui avait versé. Non. Il avait payé. En fait, ça coûtait 177. Ça coûtait 167 euros. En fait, le terrain avait été vendu, je crois, on était en francs. Hein. Donc il faut transcrire 177 euros en francs, je ne sais pas à quoi ça correspond. 150 euros, c'est 1000 francs. 1145. Ouais, 1100 et quelques, 1100 francs. Son terrain, il avait payé 1100 francs. Sauf qu'aujourd'hui, le terrain est estimé à 4 360 euros. Donc, vu que nous allons signer avec lui pour qu'il puisse obtenir son titre de propriété, on ne peut pas le faire sans qu'on prenne une délibération parce qu'il y a une différence entre la valeur vénale aujourd'hui du terrain et le montant qui avait été payé à l'époque qui était, on salue Gilles pour son arrivée. Donc voilà, tu as compris? Ok, moi-même aussi, à un moment, je l'avais compris. Enfin, c'était ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pour être sûr. Oui, si je comprends bien, le prix avait été fixé, il avait été réglé. Donc on a un document support qui peut être la promesse de vente. À partir du moment où il y a une promesse de vente, qu'il y a accord sur la chose et accord sur le prix, d'autant plus que le prix a été acquitté, je pense qu'il n'y a pas possibilité de revenir sur ce qui a été acté, même si derrière, le formalisme de l'acte n'a pas été mis en place. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'espère que dans le dossier, vous allez bien une promesse de vente avec le montant initial, avec les éléments qui permettent effectivement... On a une promesse de vente, on a une vente, un paiement en trésorerie depuis des années pour la totalité du terrain. Oui, d'accord, ça j'ai bien compris. Mais si on a un paiement en totalité du prix, ça veut dire qu'on sait quel est le prix qui a été convenu et qu'on a quelque chose qui nous permet de dire que ce prix-là avait été convenu. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai parlé de promesse de vente. Après, ça peut être simplement aussi un apport, comme à l'époque ça se faisait, un apport du maire qui dit, bon, ben voilà, la commune s'engage à vendre tel terrain à telle personne pour tel montant. Alors, pour moi, ce sont les éléments qui font que on n'a pas la possibilité de revenir sur le prix. Alors, je t'explique, tu as raison. En fait, cette délibération-là, on la prend de toute façon, peu importe, dès qu'on vend un terrain, on prend une délibération. Enfin, pas dès qu'on vend un terrain, dès qu'on régularise un terrain. Parce que tout ce qu'on a régularisé jusqu'à aujourd'hui, les gens avaient déjà payé leur terrain. Tout ce qu'on fait passer au conseil municipal depuis tantôt, c'est parce que pour qu'on puisse passer à l'acte, etc., il faut qu'il y ait cette délibération. On a ajouté à ça cet argumentaire pour que ça ne choque personne. C'est-à-dire que, bon, pour qu'il y ait une information qu'on ne puisse pas penser que, bon, voilà, que la ville aurait délibérément vendu un terrain à 177 euros, puisque ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et c'est pour ça que je me dis que c'est un truc qui date de Charles Gabriel. C'est pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc voilà, mais nous sommes d'accord sur ton observation, cher collègue. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur le sujet? Pas d'autres observations? On met au point.
Abstention, vote contre. Adopté à l'unanimité. Merci mes chers collègues. Alors, j'avais prévu d'échanger avec vous sur une convention que nous devons signer avec Canal 10 vers son prochain conseil. Pas grave. En question diverses, est-ce qu'il y aura une observation, un collègue qui voudrait intervenir sur un sujet? Non? Bon. Bon, très bien, je pense que tout le monde est blessé. Oui, puisque tu permets qu'on puisse poser une question. Je voulais savoir, est-ce que dans le cadre du fonctionnement du conseil municipal, il est prévu, comme la loi l'indique, de présenter à la fin de chaque conseil municipal les actes du maire qui ont été réalisés dans l'intervalle entre deux conseils. Sous quelle forme? Est-ce une forme de résumé ou d'écrit, ou est-ce simplement une prise de parole orale? Est-ce que c'est prévu dans la politique municipale? Merci. Alors effectivement, le Code général des collectivités prévoit effectivement que les engagements qui sont pris par le maire puissent être présentés à la fin des conseils ou au début, enfin, en tout cas une fois, deux fois, peu importe. Bon, il se trouve en fait que nous, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu engager grand-chose en termes de dépenses, sinon que les dépenses courantes qui sont celles que la ville génère pour son fonctionnement. Et c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir commencer à vous présenter des engagements financiers sérieux et notamment en termes d'investissement, en termes de marché public, etc. Tout ça. Malheureusement, on n'a pas encore la capacité, on n'a pas encore retrouvé notre équipe de croisière, mais j'espère pouvoir le faire très bientôt. Mais tu as tout à fait raison, mon cher collègue, c'est prévu. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut même faire mieux, c'est-à-dire qu'on peut aller au-delà même des prérogatives du texte. Et on peut même instaurer le principe que chaque conseil puisse faire un petit point sur le fonctionnement même de la ville, parce que c'est vrai qu'en général, on finit les conseils souvent très tard, donc bon, tout le monde est un petit peu blessé lorsqu'il est à minuit, 1h du matin. Mais moi je suis d'accord qu'on puisse faire à la fin de chaque conseil, si vous êtes d'accord. Au-delà même, comme je dis, des engagements financiers que le maire pourrait engager, qu'on puisse faire un petit point sur le fonctionnement global de la ville. Moi je pense que c'est une bonne idée. Ça permettrait aussi aux contribuables de savoir un peu comment les choses se passent actuellement. En tout cas, comment les choses se passent au niveau de la ville. Donc, vous êtes d'accord, moi je suis d'accord à adopter ce principe-là et à vous rendre compte, après chaque conseil, de notre fonctionnement. On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Bien, mes chers collègues, je vais vous remercier. Alors, merci à vous, merci aux collègues pour leur participation. Merci M. Séné, merci. Et puis, à très bientôt, je l'espère. Nous allons nous